ريت كيفاش نورد. مرحبا بكم encore une fois. صحة قهوتكم. مرحبا بكم الناس الكل. Donc on va reprendre. On reprend avec et j'invite au panel, j'invite à la deuxième session si Abdelhamid Abid يطلع على البوديوم, madame notre professeur Riyad Zghal أطلب. Madame Riyad Zghal, si Amr Jridi et si Tariq Nafsi. تفضلوا على البوديوم. سي عبد الحميد وسي طارق النفسي. سايي سي عامر الجريدي. سي عامر الجريدي وينو؟ عامر الجريدي il n'est pas là. Et comme ça on va commencer notre deuxième session, hein?
Bon, on ne va pas s'attarder, il va venir, il va nous rejoindre. Donc voilà. تفضل. سي عامر الجريدي تفضل بحضنا على البوديوم. Donc voilà. Merci pour votre attention. La parole maintenant est à M. Abdelhamid Abidi, qui va faire la présentation du projet EdenMed. Si Abdelhamid, le micro est à vous. صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بكم. احنا في انتظار شاشة العرض. Commencer au début. Ah. Très bien. Donc vous allez écouter la voix de l'expert national sur ce projet. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci pour votre présence aussi massive. Je vois que tous les acteurs du système éducatif en Tunisie ainsi que de l'environnement. Alors je me présente, je m'appelle Abdelhamid Abidi, moi je suis sociologue et expert dans les projets européens. Je suis ravi d'être là parmi vous, car ce projet, ça a été une idée pour moi il y a plus qu'une dizaine d'années, car je suis sociologue de l'environnement et j'ai beaucoup travaillé sur la question. J'ai monté 4 projets avant ce projet-là. Et ce projet, avant de l'écrire, j'ai pris contact avec le ministère de l'Éducation, l'ancien ministre de l'Éducation, M. Hatem Ben Salem, et j'ai pris contact avec l'Agence nationale de protection de l'environnement. C'était en novembre 2019, juste après la publication de l'appel à projet Italie-Tunisie 2014-2020. Et j'étais ravi à cette époque que le ministre de l'Éducation ainsi que le directeur général de la MPE et toute l'équipe de la MPE étaient très mobilisés et enthousiasmés par l'idée de monter un projet sur l'éducation environnementale. Et j'ai même voyagé en Sicile pour rencontrer justement l'équipe de la ARPA et le CNR, Orsa et l'Université de Palermo, notamment le pôle territorial d'Agrigento. Donc le montage a mis du temps et ce n'était pas du tout facile parce que nous sommes rentrés dans une compétition avec 70 autres projets stratégiques dans ce cadre de programme Italie-Tunisie de coopération transfrontalière 2014-2020. Et nous avons gagné le pari parce qu'on était retenus parmi les 10 autres projets, mais nous sommes le deuxième projet avec un autre qui est en Tunisie, dont le chef de file, on appelle ça le chef de file en Tunisie. Les 8 autres, leurs chefs de file sont des Italiens, des établissements italiens. Alors pourquoi l'éducation environnementale aujourd'hui et pourquoi on a monté ce projet? Parce que
tout simplement le constat est le suivant. Des dizaines d'années après les différents sommets sur l'environnement à l'échelle mondiale, en commençant par celui de 1972, sommet de Rio de Janeiro, je crois, Riyad, à Stockholm, voilà, 72, et puis tous les sommets suivants, et toutes les politiques publiques conçues et mises en œuvre à l'échelle des gouvernements, mais aussi à l'échelle des collectivités locales, dans tous les pays. Il y a des pays qui ont quand même gagné le pari quelque part, notamment les pays du Nord, les pays scandinaves, beaucoup de pays européens, l'Amérique du Nord aussi. Ils sont arrivés quand même à créer une sorte d'équilibre entre ce qu'on appelle l'économique, l'environnemental et le social. Et ça, c'est les trois piliers de ce qu'on appelle le développement durable. Mais d'autres pays, comme le nôtre, en dépit des expériences aussi, parce qu'il faut le reconnaître que l'AMPE a fait plusieurs projets sur la question, pas d'une manière directe, mais des initiatives locales notamment, mais aussi le ministère de l'Éducation. On pensait toujours à l'éducation environnementale, mais sauf que c'est pas aussi évident que ça. Donc, parce qu'il y a le côté recherche qui manque. Voilà des chercheurs ici présents. M. Abdelmejid Nasser, qui est partenaire associé avec l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue, M. Mostafa Nasraoui, qui est ancien recteur de l'Université de Jandouba, qui est psychosociologue, mais aussi d'autres chercheurs, c'est que le manque de collaboration entre la recherche et l'action politique locale manquait cruellement. C'est le principal frein, si vous voulez, qui n'a pas permis l'émergence d'une culture environnementale réelle, notamment en changeant les comportements des jeunes générations. Et c'est tout l'enjeu sur lequel nous travaillons dans le cadre de ce projet. Je ne sais pas comment on change, mais ça ne marche pas. Bref. Donc, tout l'enjeu, c'est de changer le comportement. Alors, comment peut-on faire un projet de coopération transfrontalière? J'appuie et ça ne marche pas. Pareil. Vous changez de vous-même là-bas. Alors, pas un problème. C'est juste pour le public. Alors, comment peut-on lier la recherche à la politique publique? Voilà, si vous voulez, c'est le cœur de ce qu'on appelle un système national de recherche et innovation. Ça veut dire comment transférer les connaissances scientifiques, les résultats de la recherche scientifique, vers le domaine politique où l'acteur politique qui prend les décisions politique publique, doit prendre en considération, si vous voulez, la recherche scientifique. Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas encore dans l'ordre des choses, dans l'air du temps, si vous voulez, pour nous, du moins. Ça, c'est une présentation. Bon, rapidement, le contexte institutionnel du projet, c'est que nous sommes dans la priorité, l'objectif thématique 2, soutien à l'éducation, à la recherche, le développement technologique et l'innovation. Donc, nous sommes dedans, parce qu'il y a 3 priorités, si vous voulez, du programme Italie-Tunisie. Et nous sommes dans la priorité 2.1, la promotion et appui à la recherche et à l'innovation dans les secteurs clés. Alors ici, l'éducation et l'environnement sont les 2 secteurs clés, pour nous, en l'occurrence, dans le projet Eden Med. Et donc, alors, ce projet ne peut pas porter sur l'ensemble des territoires tunisiens. Il y a des zones éligibles, ce qu'on appelle dans le programme Italie-Tunisie, qui sont les zones en rose. Pour le nord de la Tunisie, sont les régions frontalières, pratiquement en face de la mer, parce que la coopération transfrontalière nord-sud Italie-Tunisie, ça veut dire c'est les régions frontalières sur la mer, maritime, qui ont, on suppose, et ça c'est vrai, qu'ils ont les mêmes problématiques, y compris les problématiques environnementales. Et la Sicile aussi, ici vous avez toute la zone
sud-ouest de la Sicile, mais aussi Palerme, parce que les zones en jaune ou en vert, ici, sont ce qu'on appelle les zones éligibles, mais de deuxième degré. D'ailleurs, nos partenaires ici présents sont de Mazara, Lavallo, le CNR notamment, mais la ARPA à Palerme qui couvre l'ensemble du territoire sicilien. Et donc, nous sommes à Tunis, donc on travaille sur les zones frontalières. Mais ça n'empêche que Edenmed vise, et c'est pour ça que le nom stratégique, le mot stratégique, c'est très important, un projet stratégique dans le cadre de la coopération transfrontalière, c'est un projet qui change la politique publique. C'est la définition. Ça veut dire, si nous n'avons pas, au début, l'accord de principe du ministère de l'Éducation de récupérer les outputs, les livrables du projet Edenmed, on ne serait pas en mesure de monter ce projet. Passez, s'il vous plaît, la diapositive. Donc, les objectifs, c'est de développer une mobilité des acteurs, parce que ça, c'est les activités, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait les acteurs de l'éducation bougent entre le nord et le sud, la Tunisie et la Sicile, puis échanger les bonnes pratiques, parce qu'on a fait des choses, mais ces choses-là ne sont pas, comme je disais, structurées et fondées sur des principes fondamentaux de la recherche scientifique, et puis soutenir notamment la mobilité des élèves et des étudiants. Les partenaires, bon, je vais passer vite parce qu'ici nous avons 6 partenaires, 2 en Tunisie et 2 en Sicile, qui se sont présentés d'ailleurs tout à l'heure. Alors, ça c'est le principal travail. Nous avons 4 groupes d'activités que nous allons engager, dès aujourd'hui d'ailleurs, dès demain, notamment ce qu'on appelle le groupe de tâches 3. Ici, c'est l'état des lieux et capitalisation. C'est pour ça qu'on ne part jamais de zéro. On part de quelque chose qui a été fait, mais qui a été fait à certains égards dans un contexte et avec des conditions particulières. Et donc, il faut qu'on voit qu'est-ce qui s'est fait par l'ANPE, par le ministère de l'Éducation, par le ministère de l'Environnement, par tous les acteurs publics et aussi la société civile. Et donc, on va faire un état des lieux avec une analyse soit de l'existant. Puis, et ça c'est le principal travail, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des chercheurs, et le panel de tout à l'heure, c'est un panel qui va réunir justement les principaux partenaires associés qui vont faire ce travail-là, et je serai avec eux. C'est ce qu'on appelle donc enquête scientifique sur les perceptions environnementales. Et ça c'est très très important, c'est historique. Nous n'avons jamais fait en Tunisie un travail scientifique sur un échantillon représentatif des écoles et des collèges en Tunisie, depuis l'indépendance. C'est vrai que ça vous étonne probablement, mais c'est la réalité, c'est la reconnaissance du ministère de l'Éducation lui-même. C'est que tous les travaux scientifiques portant sur l'éducation, de manière générale, c'est des travaux dans le cadre de thèse et de master, ça veut dire c'est des travaux ponctuels, localisés, dans des circonstances très précises. Donc du coup, la première fois qu'on va couvrir le territoire national, et c'est la même chose qui va se faire en Sicile d'ailleurs. Donc ils vont travailler sur les écoles dans toute la Sicile, dans les 5 provinces de la Sicile. En Tunisie, on va travailler sur un échantillon représentatif. Ça veut dire quoi? C'est des mots techniques peut-être qui vous paraissent anodines, mais nous allons mener un travail méthodique qui va toucher l'ensemble du public scolaire en Tunisie, que ce soit l'élève dans le milieu rural, dans les petits villages, dans les villes, dans les grandes villes, et ainsi de suite. Les riches, les pauvres, les écoles les moins dotées de moyens, les plus dotées de moyens. Ça veut dire qu'on va essayer de pénétrer dans la tête d'un élève qui a l'âge entre 5 et 15 ans, et on va essayer de toucher quelques cordes. Ça, c'est le travail d'Abdelmajid Nasser et son équipe, mais aussi avec des sociologues, probablement des historiens, des médecins aussi. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement, ce qu'on appelle les perceptions environnementales. Donc c'est un travail qui va nous donner, si vous voulez, des résultats scientifiques qu'on va utiliser ultérieurement dans l'élaboration de ce qu'on appelle un manuel pédagogique. Donc ce travail-là, qui va donner un ouvrage scientifique publié à la fin de la première année, ça veut dire on suppose normalement à la fin de 2022, mais vu qu'on a démarré un peu tard, donc ça va être début 2023, et
ça va donner un ensemble d'activités, de sensibilisation, de formation de formateurs, notamment, c'est Al-Mathlouthi tout à l'heure, il est là, donc il est la cheville ouvrière, si vous voulez, de ce volet-là, le contact avec le personnel enseignant, mais aussi avec les inspecteurs et tous les acteurs de l'éducation à l'échelle régionale et locale. Et donc, on va essayer d'élaborer des modules de formation dans un premier temps qui fait partie de travail scientifique. Ça veut dire qu'on essaie de monter en grade jusqu'à élaborer, former plutôt les formateurs, mais aussi élaborer le manuel pédagogique qui va venir dans cette partie-là. C'est le groupe de tâche 3. Ici, alors qui va faire ce travail-là? Donc nous sommes toujours avec des gens compétents, qualifiés pour le faire, que ce soit dans la première partie, la recherche scientifique par les enseignants, chercheurs tunisiens, mais aussi siciliens avec des collaborations. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, si ça va donner un ouvrage pour la Tunisie et un autre pour la Sicile, ou les deux ensemble. Nous n'avons pas encore décidé parce que ça dépend des décalages, si vous voulez, socioculturels et du contenu des résultats réalisés par la recherche. Ce manuel, par contre, ça va être un manuel localisé. Ça veut dire un manuel pédagogique pour la Tunisie et un manuel pédagogique pour la Sicile. Ce manuel, c'est le principal livrable du projet Edenmed. C'est ce manuel-là qui va être élaboré par des pédagogues, des spécialistes de la pédagogie de l'éducation, élaborer un manuel pédagogique de l'éducation environnementale en partant des résultats de la recherche scientifique faite la première année. C'est ça le processus. Et on ne sait pas ce que ça va donner, justement. La recherche, le propre de la recherche scientifique, c'est qu'on ignore les résultats à l'avance. Si on connaît les résultats à l'avance, ce n'est pas de la recherche scientifique. Donc, du coup, ce manuel, c'est celui qui va être adopté par le ministère de l'Éducation en Tunisie, mais aussi le manuel sicilien qui va être adopté par ce qu'on appelle l'Officio Scolastico de Sicilia, et ça veut dire à l'échelle régionale, parce que l'Italie est régionalisée. Donc, la dernière, je termine, voilà. C'est le dernier groupe de tâches qui consiste à signer des accords. Alors ici, un projet de coopération n'a pas de sens si la pérennisation n'est pas assurée. Ça sert à quoi si on termine le 31 décembre 2023, si on n'aura pas l'occasion de signer des accords de coopération, de collaboration, qui va pérenniser l'activité de ce projet au-delà de ces termes. Normalement, officiellement, le 31 décembre 2023, le projet se termine. Mais s'il se termine et on ferme et on rentre chacun chez soi, ça n'a aucun sens. Le sens, c'est continuer la collaboration. C'est ça la coopération transfrontalière. Et nos amis siciliens, ils sont dans le même esprit, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas le premier projet, de toute façon il y a des dizaines avant, et le meilleur projet c'est celui qui puisse aller au-delà de ces termes, et je crois que ce pari est gagné à l'avance parce que nous sommes tous mobilisés, engagés, enthousiasmés, et nous allons certainement avec ces signatures-là cadres qui vont pérenniser le projet. Merci pour votre attention. Yatik Saha, merci beaucoup Sir Abdelhamid Labidi pour cette présentation du projet qui nous a expliqué les étapes, les résultantes du projet qu'on espère. Donc c'est très très bien expliqué. Et sur ce, on vous croit bien sûr sur parole. Sauf qu'on a besoin quand même d'un œil un petit peu étranger ou de l'extérieur du projet qui peut nous donner de l'espoir peut-être pour ce projet ou même une lecture un petit peu critique de ce projet, l'ouverture de ce projet, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on veut aller et on va aller, est-ce qu'on va avoir effectivement une pérennisation de ce projet ou pas, est-ce que tous les ministères et les associés, que ce soit italiens ou tunisiens, sont très bien impliqués et avec ardeur pour ce projet. Ceci sera, on n'aura pas une meilleure personne pour nous faire cette lecture que professeur émérite Madame Riyad Zghal, qui est professeure de gestion, qui a fait de la sociologie avant bien sûr, et qui va nous faire cette lecture panoramique. Le micro est à vous, professeur. Voilà. Merci beaucoup de cette aimable présentation. En fait, lorsque Abdelhamid Labidi m'a demandé de participer à cette rencontre,
c'était un peu dans le tard et j'étais prise dans des trucs sur la décentralisation, la transition, etc. En fait, j'ai pas hésité parce que Abdelhamid, je l'avais découvert lorsqu'il parlait d'un autre projet qu'il avait réalisé et j'avais découvert le potentiel qu'il a en matière de recherche et en matière d'engagement pour l'intérêt collectif. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'intervienne. Et j'interviens aussi, c'est aussi pour la mémoire de feu mon mari, qui était engagé pendant plus de 30 ans dans la protection de l'environnement et qui avait lancé, à l'époque, il n'y avait pas d'éducation en matière d'environnement, mais il avait lancé tout un projet sur la constitution de clubs de l'environnement dans les lycées et les collèges. Et puis, feu Mohamed Sharfi, qui était ministre de l'enseignement à l'époque, il avait proposé de généraliser cela aux écoles. Et évidemment, le ministère de la protection de la nature et de l'environnement, il a fait énormément d'activités en matière d'éducation, en matière d'environnement. Voilà. Donc, ma lecture critique, ce n'est pas la critique dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens de positif. Quelles sont les autres pistes que l'on peut avancer dans le cadre de ce projet? Et je dois aussi vous dire une chose, j'étais contente, et je vous félicite pour l'acceptation de votre projet, j'étais contente que ça se passe en collaboration avec la Sicile, parce que la Sicile et nous, à un certain moment de l'histoire, nous avions un destin commun. Et aujourd'hui, nous avons aussi énormément de choses à partager. Et quand il s'agit de l'éducation et de l'environnement, je pense qu'il n'y a pas un autre domaine plus important que cela pour enrichir la coopération entre la Sicile et la Tunisie. Alors, dans ma présentation, il y a 2 points. D'abord, je vais faire une lecture des objectifs et je vais extraire ce qui me semble très important dans ces objectifs. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je ne vais pas être très longue, hein, vous inquiétez pas, Madame Hayed. Dans une deuxième partie, je vais essayer d'avancer quelques idées pour dire quels sont les effets de levier sur d'autres secteurs à part l'éducation que peut avoir ce projet. Et ça va dans le sens de la durabilité dont parlait Abdelhamid. Alors, concernant les objectifs, évidemment, si je reprends le texte du projet, c'est introduire l'éducation environnementale dans les programmes scolaires et développer une mobilité des acteurs de l'éducation et de la protection de l'environnement entre la Tunisie et la Sicile. Ça, c'est ce qu'il y a comme formulation du projet. Et moi, ce que je trouve dans le projet en plus, il me semble que ce projet a un intérêt important en matière d'élever le niveau de conscience du citoyen futur, acteur social et politique, je dis bien acteur social et politique, concernant les enjeux environnementaux. Élever le niveau de conscience. Ensuite, l'éducation en matière d'environnemental, et j'apprécie beaucoup que ce soit dans une logique transversale. Ça va traverser plus d'une discipline. Et donc, il y a des problématiques qui sont vues avec le filtre de la discipline. Ce serait peut-être aussi d'introduire un peu dans les mathématiques et la physique. Ce serait bien, parce qu'aujourd'hui, traiter une problématique, ça utilise de plus en plus des logiciels, n'est-ce pas? Et donc, le volet mathématique et informatique, physique, etc., je pense qu'il faudrait peut-être penser dans les programmes à introduire cette éducation. Ce que j'apprécie énormément aussi, c'est l'appellation du projet Eden, c'est un paradis futur, et méditerranéen. Donc, cette intégration de la dimension méditerranéenne me semble est tout à fait stratégique et tout à fait importante. Évidemment, ça ne va pas être facile à introduire dans les programmes, mais quand même, je pense que c'est un élément sur lequel il faut insister.
La mobilité des acteurs, et là, moi qui ai beaucoup travaillé sur la culture, j'apprécie énormément qu'il y ait une approche pluriculturelle, qu'il y ait un apprentissage réciproque entre les Tunisiens et les Italiens de Sicile. Et puis, il y a un volet peut-être sur lequel il faut insister dans la formation, c'est le volet de solidarité transfrontalière. À part, la coopération doit être une graine qui est semée pour développer une solidarité transfrontalière. Ce qui est intéressant aussi dans le projet, c'est la participation d'acteurs de divers horizons dans la réalisation du projet. Mobilisation de différentes disciplines, mobilisation de différentes compétences, expériences, mobilisation d'expériences de générations différentes. Il y a les enfants de 6 à 16 ans, et puis il y a tous les adultes, il y a les inspecteurs, il y a les enseignants, il y a les acteurs des ministères de l'environnement et de l'éducation. Et donc, tout ça va permettre d'avoir une vision systémique de l'éducation environnementale. Ce n'est pas des matières, c'est une vision systémique. Et je ne sais pas dans le manuel comment on va développer chez les enfants cette vision systémique pour qu'ils dépassent ce cloisonnement entre les disciplines. Il y a aussi un point que je trouve qui m'est très cher, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est la question de la créativité et de l'innovation dans les méthodes pédagogiques et qui implique une élimination des cloisonnements entre les disciplines. Et là, ce serait peut-être intéressant, dans le cadre du projet, que dans l'élaboration des manuels, qu'il y ait une élaboration pluridisciplinaire pour sortir cette complémentarité et puis pour développer chez les enfants cette vision systémique. Il y a aussi dans le projet la production d'un savoir et d'outils pédagogiques qui répondent à des besoins particuliers. Et quand je dis particulier, c'est particulier à l'environnement, mais aussi particulier à un contexte. D'autant que le projet va couvrir plusieurs régions. Et les contextes, cette plurinational, je dirais, dans les contextes différenciés siciliens et tunisiens. Évidemment, la formation des enseignants qui sont vecteurs de la conscience des nouvelles générations et des enjeux environnementaux. Et là aussi, je pense que, bon, il n'y a pas dans le projet qu'il va y avoir un manuel pour la formation des enseignants, mais je pense qu'il va y avoir de l'innovation dans la formation des enseignants en matière d'éducation environnementale, transversale, transfrontalière, etc. Évidemment, ça ne va pas aller jusqu'à la réforme des systèmes scolaires, mais ça va introduire de nouveaux paradigmes et de nouvelles pratiques qui vont conduire à élever le niveau de conscience de l'intérêt de l'intégration de l'éducation environnementale dans le cursus universitaire. Et cela va peut-être aboutir à la promotion des expériences innovantes, à partir d'expériences pilotes, mais aussi d'expériences innovantes. L'implication des autorités environnementales, des collectivités locales, elle est d'autant plus pertinente que la gestion décentralisée des affaires publiques est constitue de plus en plus une demande. Et aussi, chez nous, ça commence à avancer un petit peu, mais très timidement, mais c'est une demande. Et là, cette vision décentralisée, me semble, est aussi très importante. Donc, la variable locale inhérente au projet devrait donc mobiliser des agents économiques qui exercent leurs activités dans les métiers traditionnels. Et je pense particulièrement aux agriculteurs, et je pense particulièrement aux artisans et artisanes, et surtout les artisanes dans notre pays qui représentent 80% des artisans. Et pour avoir travaillé dans différentes régions de mon pays auprès des artisans et des artisanes, ce sont des personnes qui détiennent un savoir très important,
un savoir et un savoir-faire qui est lié à leur activité, qui est lié à leur contexte. C'est leur connaissance des produits du terroir, leur connaissance d'art culinaire, la culture tunisienne qui en la matière qui se... Je dois aller plus vite, bien. Vous avez 2 minutes, Madame Zral, pour terminer. Bon, allez, je termine avec ça, je vais passer à autre chose. Je passe les effets de levier. Donc, effet de levier sur d'autres secteurs. Donc, le projet se prête à impacter tous les secteurs de la vie sociale, locale particulièrement, dans la mesure où il vise une élévation des niveaux de conscience des enjeux environnementaux et par suite des changements de comportement. Parce que quand on forme les enfants, ça va déteindre sur les parents. Parce que quand ils rentrent de l'école, ils vont dire à leurs parents ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. D'autant plus que dans le projet, il va y avoir une valorisation des potentialités locales. Je dis bien locales, pas régionales, locales. Il y a aussi l'extension du projet, des outputs du projet de l'ensemble du système éducatif national tunisien et régional sicilien sur d'autres projets éducatifs, s'il y a des choses innovantes dans les méthodes. Et à plus long terme, l'amélioration de la qualité de l'environnement aura un impact sur la qualité de vie des personnes vulnérables économiquement particulièrement et physiquement, sans discrimination de genre. Donc les changements de comportement attendus, comme ça a été dit tout à l'heure par monsieur... oui, c'est vous. Monsieur Matlouthi, voilà. Donc les changements et c'est ça qui est très important, les changements de comportement attendus affecteront également la dynamique entrepreneuriale, l'intérêt porté au contexte local, ses ressources matérielles et immatérielles, l'intérêt porté à l'environnement, ses potentialités et les menaces auxquelles il est exposé, le stock de savoir et d'expérience accumulés grâce à l'éducation environnementale qui va être déterrée, on va s'y intéresser davantage, permettra de faire émerger des talents, de renforcer les capacités créatives, et tout cela peut aboutir à l'entrepreneuriat dans des projets à la fois valorisant les ressources locales et respectueux de l'environnement. Et un prolongement, peut-être, qui peut aussi se faire en parallèle, et là je m'adresse aux éducateurs qui sont présents ici, ce serait utile aussi de parallèlement pousser à la création de clubs d'entrepreneuriat dans les écoles. J'ai été personnellement fondatrice d'une association pour l'entrepreneuriat et l'environnement. Lorsque il y avait le Sénafif, on avait donné une formation à des enseignants qui avaient dirigé ces clubs d'entrepreneuriat et je dois vous dire combien les enfants, les lycéens ont de l'imagination pour des projets qu'ils ont effectivement réalisé en matière d'environnement. Même une professeure d'arabe, elle a fait un club d'entrepreneuriat où les enfants étaient amenés à parler de leur vie. Et elle en a fait de petites histoires qu'elle avait collectées, qu'elle avait publiées avec ses propres moyens. Et là, l'intelligence accumulée des enfants, l'innovation des enfants, l'innovation de leurs enseignants, cette interaction entre les enseignants de différentes disciplines, elle va aider énormément à innover en matière d'entrepreneuriat. Et je dois vous dire une chose, il y a longtemps, lorsque j'étais dans une autre vie, avant la retraite, j'avais dirigé une étude sur l'entrepreneuriat en Tunisie. On avait fait une enquête sur les centres d'affaires dans différentes régions, dans toutes les régions du pays en fin de compte, mais la problématique la plus grave qui bloque la dynamique entrepreneuriale, c'est l'absence d'innovation. Les gens les porteurs de projets ne font qu'imiter et 80% des porteurs de projets ne vont pas jusqu'au bout. Et je termine par l'expérience de la coopération interculturelle représente une ouverture du champ des possibles parce que les Italiens, ils vont apporter beaucoup d'idées et nous, Tunisiens, nous allons aussi apporter beaucoup d'idées qui va enrichir nos cultures réciproques et qui vont alimenter la dimension transnationale du citoyen du futur, tout en étant ancré dans son propre environnement immédiat, géographique et culturel. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur.
Merci beaucoup pour cette présentation où vous nous avez un petit peu fait le tour des objectifs de ce projet. Vous nous avez fait une très bonne lecture et ça montre l'expertise de Madame la professeure et surtout elle a attiré notre attention sur une lecture genrée de ce projet en parlant de 80% des artisanes tunisiennes qui travaillent sur ce projet, qui peuvent travailler sur ce projet, qui peuvent être des acteurs très pertinents dans ce projet. Merci beaucoup, Madame Zral. Et de là, je vais passer à notre intervenant, le troisième, qui est Si Amr Jridi, qui va passer, qui est maintenant. Il est expert, secrétaire général de l'Organisation tunisienne pour l'éducation et la famille, et j'espère, Si Amr, que vous allez nous montrer le rôle des parents. Je ne sais pas, mais je crois, à partir du titre, que vous allez parler du rôle des parents dans cette éducation environnementale ou l'ouverture de l'école. Non. D'accord, donc je suis à côté. Ah. Voilà, vous allez nous éclairer sur le sujet. De l'éducation. D'accord, ok, merci. Ben, voilà. Voilà, merci. Donc l'intitulé de mon intervention, c'est Tunisie, donc c'est politique, pas dans le sens idéologique ou partisan bien sûr, c'est dans le sens technique, dans de la Respublica, la chose publique, ce qu'il faut pour le pays. L'éducation environnementale ou la boussole de l'enseignement, c'est par conviction que je dis cela et je vais le démontrer et je milite en fin de carrière, en fin de vie, pour que ceci puisse s'inscrire dans les annales de l'État tunisien qui est à la recherche de ses boussoles, pas seulement de sa boussole, et la boussole de l'éducation et la boussole de base pour l'avenir. Voilà. Donc là, c'est le background. Mon background dans l'enseignement, dans l'écologie, dans divers pays du monde. Au ministère de l'Environnement, c'était une parenthèse en tant qu'attaché de cabinet chargé des relations avec les ONG, en tant que président la défunte APNEC, que certains à l'NPE connaissent. Là, on a parlé d'éducation à l'environnement déjà en 1994. C'est le premier livre fascicule qui traite de la chose. J'y ai écrit quelque chose et en tant que président de cette association, je l'ai publié. Là, au ministère, le premier guide des associations d'environnement, en moins d'une année là-bas, c'est ce que j'ai avant d'être licencié après 7 ans. Là, les actes d'un colloque. Et là, c'est mon dernier écrit traité sur ce que j'appelle l'écologie politique, tout ce qu'il faut savoir sur la littérature de l'environnement est dans cette publication qui a été parrainée par l'OTEF. Bon, là, c'est le background. Là, c'est une participation en 2000. J'étais invité par l'UNESCO dans sa conférence. On a préparé pendant une semaine la stratégie décennale qui a été inaugurée au sommet du Mondial de développement durable, là où j'étais, et j'ai assisté à l'inauguration. Donc là, on vient à notre sujet, l'école, l'éducation, l'enseignement, où j'ai avancé la thèse que toute l'éducation est environnement, que toute l'école, elle est environnement. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai traduit ça dans mon livre, dans mon traité, c'est ce que je vais donc démontrer. Là, c'est dans le BA News, un article, Islah al-Madrasa, la réforme de l'école verte ou elle ne l'est pas. Même chose, certains ont eu une copie du magazine, de la revue de l'OTEF, qui revient en force avec un dossier, question stratégique, où on a parlé de réforme de l'enseignement, donc je dis bien enseignement, et avec l'éducation à l'environnement comme cheval de bataille. Voilà, donc là c'est la revue. Donc Eden, je vais employer Eden, éducation environnementale. Donc elle est née de l'intérêt grandissant aux atteintes aux écosystèmes dont elle est la réponse. Donc l'éducation à l'environnement, c'est la réponse avec la législation, les politiques, les visions et tout. Donc l'école
chez nous, a perdu de son ascendant éducatif, comme on le sait, c'est le constat officiel et officieux. Bon, je dois donc 15 minutes, pas plus, hein, n'est-ce pas? Donc, étant linguiste, évidemment, j'ai un faible pour la précision dans le sens. Les concepts de base de l'éducation en environnement et les perspectives et les horizons en relation avec l'enseignement et l'école. Je vais parler aussi de l'importance factuelle et stratégique de l'Éden dans une approche linguistique, une approche idéologique. Les composants de mon idéologie, de cette idéologie, c'est la responsabilité sociétale, le développement durable, les valeurs universelles, etc. Et évidemment la perspective écologiste qui est une perspective globale, interdisciplinaire, et c'est attesté, et on le dit tous. Donc, les origines, donc c'est un courant pédagogique né dans les années 70 avec l'UNESCO, surtout. L'éducation à l'environnement est un domaine de recherche, de formation, d'action multidimensionnelle qui s'intéresse à la relation des êtres humains à l'environnement d'un point de vue écologique, social, culturel, politique, économique et esthétique. Donc l'éducation à l'environnement, déjà, je peux l'attester, c'est toute l'éducation. Qu'est-ce que le développement durable? C'est le modèle proposé dans le premier rapport de Brundtland, la célèbre Brundtland, qui a, après une étude de 3 ans, et la Commission des Nations Unies, ils ont décrit et analysé la crise globale de tout l'écosystème terrestre, de toutes les sociétés, de tous les pays, et ils ont proposé un modèle autre que alternatif, autre que capitaliste ou socialiste. Ils ont dit sustainable development. Même le terme en lui-même sustainable n'existait pas. Il y a le verbe, pour l'anglais j'étais, to sustain, a mother sustains her baby. تغذي وترعى ما عندهاش مقابل فرنساوي. Il n'y a pas d'équivalent français pour sustain. On a dit durable et viable et soutenable même. Donc, ils ont créé l'adjectif sustainable pour que l'environnement soit pris comme un bébé qu'on nourrit pour qu'il arrive à bon port. Donc, il est ici officiellement de l'agenda 21 du sommet de Rio, là où j'ai eu la chance d'y être, encore une fois, avant le sommet de Johannesburg, et il est la réponse développement durable donc à la crise environnementale depuis au moins les années 1960, mais en fait depuis la révolution industrielle. Donc, éducation, le chapitre 36 sur 40 chapitres de l'agenda 21, qui est un programme d'action pour le 21e siècle, issu du sommet de Rio, parle de la promotion de l'éducation, de la conscience du public et de la formation. Éducation, sensibilisation du public et formation sont liés à pratiquement tous les domaines d'action 21 et il recommande la réorientation de l'éducation vers un développement durable. La Tunisie a approuvé récemment en 2015 au siège des Nations Unies par le ministère des Affaires étrangères à l'époque, c'est Hermès Gineoui, l'agenda 2030 avec les 17 objectifs du développement durable. Donc l'objectif 4 est au cœur de tous les 17 objectifs parce que tout passe par l'éducation. Donc l'éducation à l'environnement telle que définie par la conférence de l'UNESCO de Belgrade en 1976, donc l'objectif de l'Éden et de développer une population mondiale consciente et engagée dans l'environnement et dans les problèmes qui y sont liés, dotée des connaissances, des compétences, des attitudes, des motivations et de l'engagement à travailler individuellement et collectivement pour la solution de problèmes actuels et pour la prévention des problèmes futurs. Donc, c'est un domaine de recherche et de formation, d'action pédagogique pluridisciplinaire qui s'intéresse à la relation des êtres humains à l'environnement d'un point de vue écologique, social, culturel, économique et esthétique. Elle vise à transformer nos manières de penser, elle investit l'ensemble du réseau notionnel de l'éducation, comme on le sait. Donc, la responsabilité sociétale, c'est ce principe éthique que nous avons une loi de juin 2019 sur la responsabilité sociétale des institutions, entreprises, institutions étatiques, institutions associatives. Donc, c'est un principe de base. L'environnement, voilà, le concept d'environnement, ce n'est pas le concept de bia ou de oikos dans l'ancien grec. Donc, le concept d'environnement, dans le sens de bia en arabe,
Donc là, c'est la décomposition sémantique du terme environnement. C'est tout lieu est environnement, pas seulement, c'est nous. Parce que l'environnement, il est perçu par rapport à nous, les environs, ce qui nous entoure, et les interactions surtout. C'est pour cela qu'on dit l'environnement, c'est la vie. Donc, c'est au niveau des interactions que l'environnement est endommagé. Parce que dans l'interaction, il y a ce que nous faisons dans la nature et la réponse de la nature. Ce que nous faisons, c'est le développement. C'est ce qu'on appelle, au niveau de l'État, des sociétés organisées, le développement. Bon, ça, c'est le concept développement durable. Donc, on le sait, voilà. L'éducation, maintenant, la différence entre éducation et enseignement. Donc, l'éducation, c'est une règle et un choix politique. Et c'est une action, processus formel pondéré. L'éducation est une panoplie d'actions, d'actes, de phases, de contextes. On parle de l'éducation dans le sens d'élever un enfant, donc raising, l'enseignement formel à l'école, la formation, l'animation, l'accompagnement au sein de la famille, à l'école. Donc tout ça, c'est éducation. Et donc l'école, ce n'est pas toute l'éducation. Donc ensemble, l'éducation, c'est des éducations. On parle d'éducation environnementale, artistique, mais selon la théorie des ensembles de les mathématiques, je ne suis pas matheux, donc il y a l'éducation, il y a un élément de l'éducation et la formation, un élément l'éducation dans la famille, un élément l'enseignement, la recherche aussi. Donc toute l'éducation en fait est environnementale par définition, comme le démontre la sémantique des termes environnement et éducation, tout comme la dissection de la mission de l'école. Donc l'éducation environnementale, on passe. L'enseignement, c'est l'action processus, lui aussi, formel de formation et d'autonomisation, empowerment, des apprenants qui sont élèves, étudiants, auditeurs, apprentis, en phase avec une vision de l'école. C'est ce qui nous manque actuellement. Comme l'éducation, dont il est l'émanation et le fondement, donc l'enseignement, c'est l'émanation et le fondement de l'éducation à l'échelle du pays. Il découle de choix donc politiques, il consiste à, etc. Pas encore 15 minutes. Donc, l'école, maintenant, c'est l'institution, c'est le cadre physique, c'est les programmes d'enseignement, c'est l'animation culturelle, c'est l'organisation structurelle et acteurs de l'enseignement. Tout ça, c'est l'école. Ce n'est pas que les murs. Sa mission, etc. Donc, 2 minutes. Je ne vais pas parler. Donc, entre la mission évidente de l'enseignement et celle de l'éducation à l'environnement, le champ de l'éducation est plus large que celui de l'enseignement. Et là, la mission de l'éducation est la mission de l'éducation à l'environnement. Quand on regarde, on voit que c'est la même. Donc dire que notre éducation, c'est l'éducation, elle est environnementale ou elle ne l'est pas, ça cadre avec la logique même de la logique du sens des deux termes. N'est-elle pas le moule dans lequel tout système d'enseignement digne du nom doit impérativement épouser? Elle va de pair avec la mission de toute éducation, des éducations, de tout enseignement, de toute formation, de toute habilitation. Et si l'école a pour mission la construction d'un individu en harmonie avec ses pairs, comme avec ses milieux de vie, n'est-ce pas cela justement ce que prône l'éducation à l'environnement? Donc, de la prime importance de l'éducation à l'environnement, c'est un moyen de lutte contre la corruption, oui, de la traite des personnes, les violences. Une école qui a la touche écologique, là où il y a une vie scolaire, environnementale, la violence ne peut pas sévir. Et par expérience, on a fait l'expérience avant, moi, dans les associations, à l'OTEF, l'école, c'est-à-dire Environment Friendly School. Donc, ces concepts qui s'insèrent dans Mashroua al-Madrasa. On en a fait une application à Chotrana 2, au niveau de l'OTEF. Ça a très bien marché. Et on ne peut pas parler de violence. Il y a même des campagnes à l'école dans le cadre de cette application, je dis, Mashroua al-Madrasa, c'est le Windows, je vous dis. Le Windows et faire un projet, c'est une application. Donc, l'environnement, le développement durable, l'éducation à l'environnement, c'est un canal rétribuant de relations internationales pour les pays. Il y a de l'argent, pas des prix, il y a de l'argent si on sait comment exploiter
à l'agence, au ministère, ils le savent fort bien. Donc, un élément de rétablissement de l'image, du prestige de l'État, l'État en quête de retour de son aura, comme on le sait. C'est un barrage contre le décrochage scolaire, les violences et les délinquances, l'absence d'horizon et le discrédit de l'école. Les violences et les délinquances sont quasi nulles dans les écoles vertes, durables, smart, intelligentes, associées à l'UNESCO. Donc, une école qui a cette touche, qui a ce projet, on ne peut pas y voir la violence. Donc, l'approche écologique, je vais terminer. Donc, je sens qu'il y a une volonté politique actuellement de l'État pour qu'on y aille. Donc, l'éducation qu'il faut, elle est pour la durabilité, qui doit être l'approche, le contenu et la finalité. L'environnement et le développement durable sont transsectoriels, interdisciplinaires. Donc, une politique éducative et didactique doit en être l'émanation et l'instrument de son incarnation. Bon, voilà, nous avons un programme tout fait pour tout le pays. Yarit, il est tout prêt, le programme. Il a été concerté sur 4 réunions de planification stratégique, l'OTEF, la NPE, des représentants du ministère. Donc, c'est la stratégie qui engage tout l'État, toute la société. Et dans ce cadre-là, on peut penser la refondation de notre système éducatif. Récemment, dans notre vue, c'est lancé. On a lancé l'idée Ilayki Madrasati, Rad al-Atibar, Laha wal al-Mudarris. C'est un cadre programmatique spécifique à l'enseignement, à l'école. Donc, en tant que force de proposition, là, c'est à Chatrana 2, là où il y a Mashrou al-Madrasa. Regardez, Rad al-Atibar, bon, pour. Voilà. Donc, je dois quand même. L'orientation verte et l'éducation à l'environnement auront-ils un écho favorable auprès des opérateurs économiques, des médias surtout, et de toutes les instances de l'État, de la société civile, des collectivités locales. La réforme verte de l'éducation et de l'enseignement permettrait le redécollage de la Tunisie. La société civile écolo n'en sera que réjouie. L'OTEF également. Et voilà. Merci pour votre attention. Je vous ai un peu harcelé, mais bon, à la ralve. On a un timing. Merci beaucoup pour cette présentation qui est un petit peu, comme le nom l'indiquait, c'était un petit peu pondérer nos boussoles sur comment traiter de ce projet, comment faire dans l'éducation et surtout l'approche qu'on doit adopter dans l'éducation environnementale. Vous et Madame Zral ont traité de cette approche systémique sur laquelle notre ministère de l'Éducation est en train de travailler pour qu'on ait une révision des programmes d'une manière ou selon l'approche systémique. Et je pense savoir un petit peu, et on va voir avec Si Tarek Nefsi qui va nous parler comment éduquer à l'environnement, quelle approche faut-il choisir. Si Tarek Nefsi, c'est un pilote des projets internationaux de l'Institut Éco-Conseil Namur Belgique, coordinateur des formations d'éco-conseillers à l'international. Je l'ai connu avec la VVF et voilà qu'on l'a pris au dépourvu. Il va nous faire cette approche, quelle approche prendre pour l'éducation à l'environnement. Merci madame. Bonjour à tout le monde. Je remercie tout d'abord la NPE, je remercie madame Bouassida qui m'a interpellé en Belgique. Elle m'a dit il faut que tu passes à Tunis pour nous parler de l'historique de l'éducation environnementale que la NPE a fait. Et j'ai dû changer mon plan de vol. J'étais vers l'Afrique parce que je développe des projets à l'international pour la coopération belge, Nations Unies et d'autres organismes. Et j'ai fait une escale à Tunis. Je suis arrivé hier pour essayer d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, je commence tout d'abord par cette vision. Là, je vous présente l'Institut, qui est un institut de formation d'éco-conseillers, mais aussi on travaille beaucoup avec l'Université de Mons sur les technologies de l'éducation et avec l'Université de Namur aussi. Et donc, nous avons des contacts avec l'UQAM, l'Université de Québec à Chicoutimi, qui est à Montréal,
qui développe et avec qui j'ai des bonnes relations depuis que j'étais à la NPE en 1992. Alors, la suivante, comment je fais? Là, comme ça, non? Là. Voilà. Donc, je vais vous parler tout d'abord d'un projet que j'ai mené à la NPE avant de quitter, parce que d'origine, je suis enseignant, un enseignant de sciences de la vie et de la terre, et j'ai voulu agrandir ma classe, au lieu que ce soit la petite classe que j'avais dans la région de Jendouba, que ce soit vraiment tous les élèves, les quelques milliers ou quelques millions d'élèves que la Tunisie. Et l'opportunité m'a été offerte par la NPE lorsque j'ai intégré la NPE. Et lorsque j'ai intégré la NPE, on m'a donné deux choses, un ordinateur, une lampe de papier et un numéro de téléphone, c'était le PNUD. Et on m'a dit, développe un projet avec le programme des Nations Unies pour le développement. Et puis, de ce côté-là, on a développé un programme qui s'appelle TUN 92006. Ah, pardon, l'inverse. Donc, ce programme-là, il n'a pas démarré de lien, c'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire, que la Tunisie et la NPE et le ministère de l'Éducation n'ont pas table rase. Au contraire, ils ont un historique, ils ont un patrimoine, et un patrimoine assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce projet a été mené avec l'UNESCO comme conseillère technique et avec les Canadiens comme partenaires dans le projet. Et le projet a démarré par un diagnostic de système éducatif tunisien, combien sur les 6 années de primaire et les 7 années de secondaire, combien l'élève a d'heures en matière des enjeux environnementaux. Vous savez que la Tunisie, elle a 7 enjeux environnementaux, la désertification, le littoral, la pollution, etc., etc. On a mis les enjeux sur une liste, les 7 enjeux environnementaux, et de l'autre côté, on a fait, dans les programmes scolaires, primaires jusqu'au baccalauréat, combien l'élève il a un cours sur ces enjeux-là. Et on est arrivé à des données, comme vous le voyez, ici, par exemple, on arrive, par exemple, au niveau de la pollution agricole, 0. Au niveau de la désertification, qui est un enjeu majeur en Tunisie, on a 1 heure de cours, 1 heure, sur un enjeu fondamental de la Tunisie en matière de désertification. Tous les élèves de la Tunisie, parce que tout se passe par l'école, l'éducation est obligatoire en Tunisie, et donc tous les élèves qui passent dans toutes les écoles de la Tunisie n'ont que 1 heure de cours, 1 heure et demie, 2 heures de cours sur la désertification. Si tu prends par exemple le problème, les documents sont là, hein, les documents existent à la NPE, ces études qui ont été faites existent à la NPE, et on a dit c'est pas normal que l'élève tunisien, quel qu'il soit, dans quelque lieu de la République, n'est pas conscient de la problématique environnementale en Tunisie, parce que dans son cours de sciences de la vie de la Terre, de son cours de langue, comme il a bien présenté mes prédécesseurs, dans ses cours d'histoire-géographie et de, comment on appelle ça, les cours de Tarbiya al-Medaniya, voilà, n'ont pas un retour sur les enjeux de l'environnement. Et donc, du coup, il y a eu un programme cadre d'éducation environnementale en Tunisie en 1992. Et je ne sais pas depuis, je n'ai pas suivi parce que j'ai quitté la Tunisie, ça fait 16 ans, ou un peu plus, et je ne sais pas depuis qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie. Mais pour vous dire que la Tunisie ne part pas d'une table rase. Alors, j'avance. Attends, est-ce que c'est là? Voilà, j'avance. Alors, suite à ce diagnostic, comme vous voyez là-haut, il y a eu un programme cadre, et il y a eu la production de matériel pédagogique. Et il y a eu la production de matériel pédagogique et la formation des enseignants et animateurs. Parce qu'on parle de l'éducation formelle et de l'éducation informelle. Je vais les présenter par la suite. Et donc, on a fait vous connaissez ce document. Les enseignants qui sont assez vieux comme moi, peut-être ils connaissent ce document-là, qui sont des documents qui ont présenté 2 choses importantes. Tout d'abord, ce qu'on appelle le référentiel de l'éducation. Ici, l'eau, par exemple, une utilisation rationnelle. Et ils ont donné à l'élève
une source d'information. À côté de ça, on donne à l'élève une fiche d'animation pédagogique pour aborder ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Ce document-là existe à la NPE, il touche tous les domaines des enjeux environnementaux tunisiens, et ça existe. Donc, il faut peut-être amener un peu plus d'élargir ou bien d'approfondir ces documents. J'avance. Alors, à côté de ça, dans l'éducation informelle, parce qu'il y a l'éducation formelle qui est une éducation au niveau du système scolaire où tous les élèves passent, parce que comme les maths, les sciences, les physiques, etc. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, avec l'UNESCO actuellement, il y a une expérience pour enlever toutes les matières au Danemark. Et il y a une dizaine d'écoles au Danemark qui n'ont plus les sciences naturelles ou les maths ou les physiques. Ils ont un autre système, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique par projet. Et l'UNESCO est en train de tester avec eux un système. Nous sommes en train en Belgique de voir ça de plus près et les Canadiens aussi pour voir, parce que l'élève, ce cloisonnement des matières, il en a ras-le-bol et il n'arrive pas à faire la jonction. Quand on voit la taxonomie de Bloom que je vais présenter tout à l'heure, il ne voit pas un peu la connexion. Là, il est dans un cours de maths, là, il est dans un cours de sciences et là, il est dans un cours de chimie. Par contre, si on développe avec lui ce qu'on appelle l'approche systémique dans le système éducatif, on arrive à intégrer toutes les matières parce qu'en principe, c'est une éducation, donc on forme une personnalité, etc. Et donc, il y a eu donc, tout d'abord des références pour les enseignants, comme ce livre-là, Al-Insan wal-Muhit, qui a été produit par la NPE aussi. Et il y a eu aussi des travaux d'équipe énormes. J'ai mis la liste ici de tous les personnels qui ont travaillé sur ce projet pendant 5 ans et qui ont développé cette activité-là. Et puis, on a fait des guides pratiques pour les camps scientifiques, ce qu'on appelle l'éducation informelle dans les clubs. Donc, ça a été fait. J'avance. Bon. À côté de ça, ça m'a permis personnellement, et avec l'équipe qui est là, quelques-uns qui sont ici, comme Mme Barsida, comme Mme Hayet, etc., on a pu voyager dans le monde et voir ce qui se passe. Donc, on a été dans les différents centres, et personnellement, j'étais à Londres, dans ce qu'on appelle le Field Study Center, et on a vu l'approche, en se basant sur les modules, ce qu'on appelle les modules référentiel de l'UNESCO, que vous voyez ici, et dont la collection existe à la NPE. Il y a à peu près 16 documents qui présentent les modules référentiels de l'éducation relative à l'environnement pour les Canadiens, mais pour les Européens, éducation environnementale, qui se trouvent à la NPE. À côté de ça, on a été avec Sialim Tim, je ne sais pas s'il est dans la salle ou il n'est pas là parmi nous, on a été au Canada et on a visité les différents centres canadiens d'éducation relative à l'environnement et on a visité les différents centres y compris la thèse de doctorat de Mme Lucie Sauvé qui a défini ce qu'on appelle les principes pédagogiques. Elle a fait tout un CERD, tout un diagnostic de différentes méthodes et ça nous a permis aussi de découvrir un peu la méthode rapide de Earth Education aux États-Unis, en Australie, et ce qui se passe ailleurs dans les pays anglophones. De même, en Belgique, il y a le CRIE, ce qu'on appelle les centres régionaux d'initiation à l'environnement. Tous ces centres-là, on a l'équivalent en Tunisie. On ne va pas inventer la roue de nouveau. On a l'équivalent en Tunisie. Si vous regardez tous les parcs et la région où le projet va se développer, vous avez des centres d'éducation à l'environnement. Ça existe. Vous avez, j'avance, ici. Alors, avant de passer au curriculum, vous avez, par exemple, au parc national de Lichkeul, qui est dans la région de Bizerte, vous avez un centre d'éducation environnementale. Il suffit de le faire fonctionner. Vous avez, et que c'est une réserve parc national, connue à l'UNESCO, connue comme patrimoine mondial. Si tous les lycées de la région de Bizerte arrivent à visiter et à faire une activité de Field Study Center, là-dedans, ça donne une activité. Alors, si je revois la région de Kerouan, la région de Sfax, il y a la réserve naturelle de Kneis. Vous avez le parc national de Bouhedma. Et vous avez, dans chaque gouvernorat en Tunisie, il y a un centre
un écomusée qui peut se développer en un centre d'éducation relative ou éducation environnementale. Donc le potentiel existe, on ne part pas de table rase. C'est ça ce que je voulais dire par ces diapos. Alors, la chose au niveau, il faut avoir un curriculum adopté. Puisqu'on parle de l'éducation à l'environnement ou l'éducation relative à l'environnement, on parle toujours de ce qu'on appelle le savoir-être et le savoir-faire. Les pédagogues, les enseignants qui sont dans la salle et les animateurs qui savent très bien ça. Mais le problème d'exécuter ça, il faut passer par la taxonomie de Bloom en pédagogie. Et comment, en taxonomie de Bloom, on amène les élèves de simplement l'examen, parce que c'est le b.a.-ba de la taxonomie de Bloom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'activité de mémoire est à long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne? On donne à l'élève ou à l'apprenant un document sur les ressources en eau en Tunisie. Il va apprendre ça par cœur. Dans l'examen, il va la ramener. On va lui donner 20 sur 20 ou 15 sur 20 et au revoir et merci. Mais il est toujours au premier niveau de la taxonomie. Pédagogiquement, on n'a rien fait. On n'a rien fait pédagogiquement. Il faut aller ramener l'élève vers construire un raisonnement critique. Et ça passe par des étapes. Et ces étapes sont traduites par des méthodes pédagogiques. Donc, si on n'arrive pas à développer ces outils pédagogiques en travers toutes ces étapes, et les étapes s'appuient sur, on n'est pas là pour inventer la roue, on est là pour développer par rapport à notre notre réalité. Et donc, on arrive à développer ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Donc, adapter trois choses. Adapter l'apprentissage, les méthodes pédagogiques avec les méthodes d'évaluation. J'avance rapidement. Alors, cela ramène à quelque chose de fondamental. Et tout à l'heure, mes prédécesseurs, ils ont bien présenté ça, le comportement. Mais le comportement passe par ce qu'on appelle la théorie de la motivation. Pourquoi une personne est motivée et l'autre n'est pas motivée? Vous avez ça sur le dernier livre, Le bug humain, sur le changement climatique, et qui parle de la motivation et pourquoi l'être humain, malgré tout ça, il n'est pas motivé. Et alors, on arrive à développer la motivation. Si on arrive à développer cette motivation, on arrive à identifier les élèves proactifs, et c'est là où on intervient dans les clubs et les associations. Pourquoi? Parce que si on démarre par les clubs et les associations, le taux de réussite, on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas brassé tous les élèves dans leur cours, où qu'ils soient, ce qu'on appelle les matières porteuses. Alors, un concept, ça veut dire que ce n'est pas un dogme, mais plutôt c'est une idée tout simplement. C'est de développer, parce qu'à Tbilissi, la conférence sur l'éducation environnementale, la première, puis par la suite à Rio, etc., ils ont développé tout ça. On a dit que l'environnement ne peut pas, ça a été les questions en Tunisie, ne peut pas être une matière qui s'appelle éducation environnementale. C'est une matière qui est portée par d'autres matières transversales comme les matières qu'on connaît, sciences de la vie de la terre, etc., etc. Donc, ce n'est pas une éducation en entière, une matière en entier, mais définir des scénarios d'apprentissage pour avoir une pédagogie systémique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est Amr vient de dire, de l'approche de pédagogie de projet, la pédagogie de la coopération et la pédagogie de la conscientisation. Tout ça va nous ramener à appliquer des principes. Et ces principes vont nous permettre de développer cette façon de réfléchir chez nos élèves, qu'ils soient des gens qui ont l'esprit critique et l'esprit de la créativité. Cet esprit critique de la créativité, on va le retrouver chez le Tunisien par la suite lorsqu'il est responsable ou lorsqu'il est ingénieur ou lorsqu'il est quelque part dans Et donc, nous sommes dans l'éducation formelle. Après, si on réussit dans l'éducation formelle, on arrive à ce qu'on appelle, pour cela, il faut développer la formation des enseignants, c'est ce qui est dit dans le projet, je suis très content. Donc, production de documents et de soutien pédagogique pour les enseignants, développer des stages d'éducation environnementale, rien qu'une journée au parc du Lichkeul, rien qu'une journée. Je crois la NPE, le ministère de l'Éducation, ils sont équipés pour amener les élèves et que ça doit faire partie de leur cours. Ce n'est pas une activité de club, ça doit faire partie d'un cours quelque part dans une matière ou dans 2-3 matières. C'est ce qu'on appelle les stages
de nature, les stages verts, les stages de montagne, etc. Ça se passe partout dans le monde. On appelle ça des stages. Les élèves, ils ont une semaine dans d'autres pays de stage, quel que soit leur niveau, pour aller pendant une semaine quelque part et faire une activité. Et tous les profs travaillent ensemble. L'histoire géo, les maths, les sciences naturelles, etc. travaillent ensemble. J'arrive, je termine rapidement. Et à ce moment-là, vous avez des clubs. Et ces clubs arrivent à donner l'éducation informelle. Pourquoi? Parce que comme ça, on arrive, les ingrédients de la réussite, maintenant avec les nouvelles technologies. Hein, vous avez par exemple ici en Milan, comment on a travaillé sur des bornes interactives de simulation. On met, c'est rien du tout, c'est pas cher, c'est un ordinateur tout simplement. Ces bornes-là, interactives, ça c'est des bornes en Afrique qui sont à partir de tablettes. Une tablette, ça coûte pas cher, et on fait des bornes à Rwanda, comme ça. Donc, il y a quelque chose, je les ai fait. Donc, avec des bornes interactives, on fait la simulation de Oued Majorda. On développe Oued Majorda sur la plateforme et on arrive à injecter. Moi, élève, je vais injecter une usine de phosphate, injecter une usine de papier, injecter une usine de X, de Y. Comment ça se développe? Et donc, on ramène l'esprit du critique. Bien sûr, il y a d'autres méthodes actuellement qui sont développées. C'est les méthodes à base de plateformes informatiques. Donc, on parle de Klaxoon, on parle de WooClap, on parle de Google Meet, on parle de Google Classroom, on parle de beaucoup de choses. L'interactivité sur le net, c'est très développé. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de savoir-faire. Merci. Bravo, Yatik Saha Sitaraq, pour cette présentation qui va nous être très bénéfique, surtout dans le domaine de l'éducation. D'abord parce que vous nous avez quand même révélé un petit peu l'héritage ou le patrimoine du ministère de l'Éducation que je voulais faire depuis le début, donc sur les méthodes d'apprentissage, sur la pédagogie, sur l'évaluation, comment ça doit être dans l'éducation environnementale. Vous avez insisté sur l'approche systémique. C'est ce que tout le monde a parlé de l'approche systémique qui est l'issue, je pense, pour avoir un éco-citoyen et une belle Tunisie de demain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présentation. Je passe donc à la dernière partie de notre séance matinale avec le panel. Donc, j'invite au podium. Merci beaucoup. Hein. Merci. Madame Mazral, merci beaucoup. J'appelle si Mostafa Nasraoui, professeur Mostafa Nasraoui, professeur Abdelmajid Ben Nasser et Sitahar Al-Mathlouthi. Aussi, monsieur Ignazio Camilleri pour rejoindre notre panel. Donc, donc Mostafa Nasraoui, c'est bon, donc, voilà. On va avoir au début une petite présentation de monsieur Camilleri sur ARPA, je pense. Voilà, oui, vous pouvez. Le micro est à vous. Après, pour le panel, on va parler un petit peu de comment jongler entre émotion et motivation. On va voir ça avec Tahar Si Abdelmajid et le reste du panel. Le micro est à vous, monsieur Camilleri. Oui, la traduction. Bonjour à tous. Un grand merci al coordinateur del progetto e del MED, Amel Bouassida, al progettista Abid Amil Abid, alle istituzioni tunisine. Merci au coordinateur du projet. No, senza leggere. Oh. Alle istituzioni tunisine. Merci aux institutions tunisiennes. Agli esperti. Aux experts.
Un grand merci, je voulais faire à Madame Chagall per le parole pour les mots di una persona, una gran femme, d'une grande femme, una grande storia. d'une Che- grande histoire. Dalle sue parole Dans- cogliamo innovazione. De ces mots, nous pouvons voir l'innovation. E n'est pas possible nous non pouvons disperdere la conoscenza di questa esperienza di Madame. Et nous ne pouvons Chagall. pas perdre l'expérience de Madame, d'elle, de Madame. È con grande soddisfazione che oggi Avec une très grande satisfaction, tutti i partner tous les di partenaires siciliani, italiani, siciliani, italiani, sentono, diciamo, l'impegno del governo e delle istituzioni tunisine, degli esperti tunisini per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. ressenti l'engagement du gouvernement tunisien et des institutions tunisiennes Per l'educazione ambientale. envers l'éducation environnementale. Vorrei citare alcune parole di Madame Chagall perché mi sono rimaste impresse. Je voudrais citer quelques mots de Madame Chagall. Elevare le Bravo. coscienze. Parce que, Elevare le coscienze. parce qu'ils servent pour élever les consciences, notre conscience È environnementale. una definizione straordinaria. C'est une définition extraordinaire. L'inserimento di più materie nelle scuole o nel contesto dell'educazione ambientale. Insérer La pédagogie, la mathématique, des matières, des nouvelles la matières. physique. Diciamo, c'è tanto lavoro da fare. Il Però y a beaucoup de travail à faire. io voglio fare un focus sul progetto Edenmed Je vais faire un focus sur le projet de MED. e ringrazio anche il progettista per la visione Et je remercie même straordinaria les di questo projettistes pour la progetto, vision extraordinaire de ce projet. perché è elementare ed è semplice. Parce E le qu'il est cose très semplici- simple et les choses les plus simples E le cose semplici diventano le cose più importanti. deviennent les choses les plus importantes. Allora oggi noi abbiamo una sfida, questi due paesi con Nous- queste grandi conoscenze, Nous avons aujourd'hui un grand défi qu'ils ont ces deux grands pays che attraverso questo progetto qui, à travers ces projets, dobbiamo creare On doit créer un prodotto finale, un produit final, un résultat. un risultato, quindi che attraverso questo manuale Qui, à travers ces manuels, dobbiamo arrivare on doit arriver con i nostri contenuti avec con i nos nostri- contenus con i nostri contenuti alle popolazioni studentesche, aux populations des étudiantes, alle generazioni future aux générations futures. e con le diverse competenze Et avec les italiane différentes compétences italiennes et tunisiennes, vogliamo costruire uno strumento nous voulons construire un utile dove per la prima volta où, pour la première fois, sistema di controllo, un système de contrôle, sistema di ricerca, un système de recherche, sistema governativi istituzionali des systèmes gouvernementaux institutionnels e sistemi di innovazione et systèmes d'innovation creano un modello créent un modèle replicabile reproductible ed esportabile et exportable nei due paesi. dans les deux pays. Risulta importante quindi Il est important donc, un confronto en comparaison con la notevole attività svolta dalla Tunisia avec l'activité considérable menée par la Tunisie sulle tematiche ambientali e, diciamo, pedagogici e sociali. sur les thématiques environnementaux
pédagogique et, In- e sociaux. e sociale. In sintesi concludo En dicendo synthèse, je vais con l'avvio conclure del progetto Edenmed avec le début du projet Edenmed. puntiamo a capitalizzare l'esperienza Nous visons à capitaliser l'expérience dei partner des partenaires attraverso la digitalizzazione à travers, culturale à travers la numérisation culturelle. e quindi il confronto tra i due paesi per questo progetto deve essere intenso Et donc, la confront entre les deux pays doit être intense perché abbiamo una Parce que- responsabilità car nous avons eu une responsabilité di trasferire de la transférer conoscenza, les connaissances, l'esperienza l'expérience in una visione futura dans une migliore. visuelle future meilleure. Speriamo di farcela. Nous espérons de le faire. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Kamadari, pour cette présentation qui effectivement valorise l'initiative d'Edenmed, mais surtout, c'est que revenir aux choses simples. Et on oublie la simplicité. On complique trop parfois et on oublie que les évidences, le départ, c'est dans les évidences. Voilà. Est simple. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. Justement, on reste dans le... Mesdames et messieurs, merci. On reste dans le même... Donc là, un peu de patience. Je comprends que vous êtes fatigué et vous avez faim, certainement. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est d'écouter les différents discours. Qu'on a l'habitude qu'on écoute un discours, mais on n'écoute pas un autre. Aujourd'hui, nous avons des hommes politiques ici, des femmes politiques, nous avons des chercheurs, nous avons des experts, nous avons des citoyens de la société civile. Et l'intérêt, c'est qu'on s'accorde sur quelque chose. Ça veut dire quels sont les mots-clés. Tout d'abord, je ne peux pas commencer d'animer ce panel auquel participe Tahar Matlouthi, le directeur général de CIFIP, qui est enseignant et inspecteur en même temps, et M. Abdelmajid Nasser, qui est psychologue cognitiviste, qui est directeur d'un laboratoire et partenaire associé de ce projet, et M. Mostafa Nasraoui, psychosociologue et ancien recteur de l'université de Jandouba. Donc, je dois commenter, c'est très enrichissant ce que disaient M. Amr Jrid et M. Tarek Nefzi. Certes, on a beaucoup appris, très riche, très enrichissant. Mais j'ai dit dans la présentation quelque chose, c'est que tout d'abord, on ne part pas de zéro. On ne part jamais de zéro, n'est-ce pas, Amel? On part, et d'ailleurs, le premier groupe de tâches, quand ça s'appelle État des lieux et diagnostic, analyse SWOT de l'existant. Et j'ai dit autre chose, c'est qu'on était toujours dans les expériences pilotes. Quand c'est Tarek Nefzi, et je valorise tout ce que vous avez fait, et merci beaucoup, parce que vous êtes quand même pour nous une source de richesse, et nous avons besoin de votre apport dans ce projet-là et dans d'autres, c'est que les expériences pilotes ne touchent pas l'ensemble du public scolaire. Et ça crée ce qu'on appelle les inégalités. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, 7 milliards 800 millions, le principal problème, le principal drame, c'est les inégalités sociales. À quoi bon de faire visiter 1 millier d'élèves de Bouhayrat Eshkil à Bizerte et de ne pas faire bénéficier ça aux 2 millions d'autres élèves? Ça n'a aucun sens, c'est ça le problème. Ça n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça, il faut le faire. Mais il faut passer au formel. Ça veut dire maintenant, c'est dans le camp de l'État, du ministère, d'adopter tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, pour justement innover dans le manuel scolaire, dans les programmes, et de prendre en considération, et avec beaucoup de sérieux, ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait, M. Amr Jridi et tout le monde. Alors, c'est pour ça que, pour qu'on puisse convaincre ces autorités publiques et le gouvernement et les ministères, on est obligé de passer par la science. Et quand on dit la science, ça veut dire fabriquer un savoir, construire un savoir formel, pour qu'il puisse soutenir une politique officielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Le panel devant vous, ce sont des chercheurs tout d'abord, des enseignants aussi, qui ont la main dans la pâte, comme on dit. Et dans le public aussi, il y a d'autres enseignants chercheurs. Et il y a des concepts de base sur lesquels on va travailler. D'ailleurs, M. Tahar Bathlouthi avait présenté une belle présentation. Il a mis le point sur le nœud de ce projet, c'est que comment passer de savoir par l'apprentissage et changer l'intellect, ça veut dire changer le degré de connaissance tout d'abord, puis le degré de conscience, puis agir de manière raisonnable à l'égard de l'environnement, dans le sens global du terme, pas seulement l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social et tout ce qui est matériel et immatériel à la fois. Donc, les concepts principaux sur lesquels on va travailler, ce sont les concepts de ce qu'on appelle les perceptions. Donc, ce travail scientifique de la première année, c'est les perceptions. Ça veut dire, il n'y a pas plus difficile dans la recherche scientifique que de s'introduire dans la tête d'un être humain. On peut manipuler la matière très facilement. Les physiciens, les chimistes, les matheux, tous font de belles recherches et ils sont nobilisés, d'ailleurs, nobilisables. Mais dans les sciences humaines et sociales, nous travaillons sur un objet très compliqué qui est la société, qui est l'être humain. Il n'y a pas plus difficile pour la science que l'être humain. Alors l'être humain, parce qu'il a quelque chose qui s'appelle la tête, la raison, quoi. Il a la conscience, il a l'inconscience, il a cette capacité d'agir de manière incontrôlable et imprévisible. Et là, le concept de perception, de représentation sociale aussi, pour M. Mostafa. Tout d'abord, je leur donne la parole, chacun 5 minutes, pour qu'ils nous disent de quoi il s'agit exactement dans cet objet qui est compliqué, qui est l'élève, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et comment peut-on aller, par quelle porte, par quelle fenêtre. À vous la parole. Commence par Tahar Bathlouthi. Merci, je ne vais pas dépasser 5 minutes. Si je dépasse 5 minutes, vous m'arrêtez. Parce que je fais un peu d'empathie. Je me mets à votre place, il fait chaud, vous avez faim, et de l'information. Je vais tout simplement faire 2-3 petites remarques. Insaf, elle est où? Elle m'arrête pas au-delà de 5 minutes. Chrono, on commence. Moi, j'aimerais bien d'abord, au nom de tous mes collègues du ministère de l'Éducation nationale, saluer Madame Zral. Merci, Madame, vous êtes notre fierté. Parce que dans son discours, elle a tout dit. Elle a tout dit et elle a très bien dit. Au niveau du ministère, je vais parler justement des éléments les plus importants. Comment changer ce qui se passe, comment agir sur la boîte noire pour voir cela dans un comportement du citoyen de demain. C'est ça le défi. Ça ne peut passer qu'à par les situations d'apprentissage-enseignement, je dirais d'une manière très simple, que par l'activité de l'élève. Mais pour engager cette activité de l'élève, on a besoin, vous avez compris que j'ai dit apprentissage et je n'ai pas parlé de l'enseignement, c'est à ce moment-là que je vais dire, celui qui va piloter cela, c'est l'enseignant. C'est pour cela que dans ce projet, il y a le volet formation des parties prenantes de ce projet. La formation, elle ne mérite le nom de formation que lorsqu'elle est transformation. C'est-à-dire, si l'enseignant, si l'inspecteur ne change pas au terme d'une formation, oubliez l'information. Oubliez la formation. Donc, on a le premier volet, c'est la formation. C'est la formation des enseignants, c'est la formation également du cadre pédagogique, nos experts, mais c'est un travail également avec les chefs des établissements, avec les collègues et amis dans les commissariats régionaux et avec l'élève. Ce travail, il ne va pas être fait in ellis, comme disait l'autre. Nous allons capitaliser. Nous devons apprendre en Tunisie à capitaliser ce que nous avons fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Environnement. Il faut partir de là. La méthode, l'approche SWOT va nous permettre d'aller voir ce qui a été réalisé, toutes les documentations, les approches, etc. Nous allons aller sur terrain pour voir un peu les perceptions des élèves, parce qu'on ne peut pas changer si on n'a pas cette perception.
et mon très cher professeur Admejid Nas parlera après de rien ne sera fait s'il n'y a pas motivation. Et comment aller provoquer le destin, cette fameuse motivation pour que ça soit fait. Alors, nous travaillerons également avec nos amis italiens. Et là, il y a une dimension que Madame Zral a fait apparaître. Ce n'est pas un travail uniquement sur des apprentissages relatifs à des contenus. C'est un développement de compétences. Il y a le curriculaire, l'extracurriculaire, le paracurriculaire. Mais dans tout cela, si on est dans une logique systémique pertinente, où il n'y a pas de cloisonnement, nous serons de faire de la culture et beaucoup de culture. Eden, Med. Eden, c'est un mot partagé. Et j'ai beaucoup aimé le mot parce que Eden, c'est Adan. Adan, Jannat ou Adnin, c'est-à-dire c'est le paradis. Et ça, c'est notre bien commun sur les deux rives de la Méditerranée. Nous allons apprendre à sauver, à préserver la Méditerranée, comptoir de l'humanité à travers l'histoire, mais également un espace de rencontre entre des peuples à travers l'histoire. Pour voir cette histoire, il fallait entrer dans la cuisine tunisienne. Et on commence par le mot cougina, ça vient de chez nos amis. Donc, il y a un partage culturel qui apparaîtra demain. C'est pour cela qu'au ministère de l'Éducation nationale, nous serons tous engagés pour mettre en œuvre ce projet. Et notre devise, c'est réussir ou réussir. Merci. Merci. Réussir ou réussir, nous n'avons pas le choix, c'est notre destin. C'est Abdelmajid Nasser. Donc, alors, vous êtes psychologue cognitiviste. Voilà, vous avez dirigé un laboratoire, vous avez dirigé beaucoup de thèses. Est-ce que, dans ce qu'on appelle l'état de l'art scientifique, ça veut dire à l'ordre du jour, est-ce que nous avons des outils, des résultats qui nous permettent de dire que c'est, voilà comment procéder pour accéder à ces perceptions, y compris les perceptions environnementales d'ailleurs, dans la tête d'un enfant qui a 5 ou 6 ou 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ça? Merci beaucoup pour m'avoir invité aussi. Bon, on est partenaires, mais oui, mais quand même, merci quand même. Donc, voilà, en 5 minutes. Donc, la structure de recherche que je dirige avec d'autres collègues qui sont pas seulement des psychologues, mais des pédagogues en sciences d'éducation, des informaticiens aussi, et même donc des philosophes, anthropologues. Donc, c'est interdisciplinaire. Et on travaille sur la cognition, l'éducation et l'apprentissage. Donc, comment changer un peu les comportements. La perception, je vais dire 2 mots, en fait, 2 points. La perception, c'est quoi? Très vite. Et puis, la perception en tant que processus d'adaptation. Ça ne doit pas s'arrêter à percevoir et c'est tout. S'adapter à l'environnement. Et puis, peut-être un petit mot sur l'émotion et la perception. Parce que les élèves, les enfants, les adolescents, les adultes aussi, ils ont besoin d'être aussi, d'avoir un bien-être et de travailler dans une atmosphère agréable. C'est ce qu'on veut. École ou université ou dans la famille. Donc l'émotion, elle joue un grand rôle dans la perception. Et d'ailleurs, vous le savez hein, déjà, si l'atmosphère est agréable ou désagréable, ça va influencer notre perception directement. Donc la perception, même le jugement, je juge le temps, si ce n'est pas agréable, le temps il est très, très long. Donc ça influence directement. Donc la perception, c'est notre cerveau, il n'est pas simplement un observateur en fait, mais il n'est pas passif, il interprète. Donc du coup, percevoir, ce n'est pas simplement voir, écouter, ça c'est dans les modalités sensorielles, mais c'est aussi donner une signification, interpréter. Et du coup, les littératures, ça donne, c'est pas nouveau, c'est qu'il y a 3 étapes de perception dans le processus cognitif, VNI. Il y a le sensoriel, c'est très important, avec tout, hein, adulte, sensoriel. Ça commence par la sensation, la perception. C'est physiologique, c'est clair. Et c'est très important la première sensation. Mais la perception ne s'arrête pas à la sensation.
Ça, c'est une étape sensorielle. La deuxième étape, c'est plutôt, on l'appelle perceptive. C'est-à-dire, après le sensoriel, hein, tu vois quelqu'un qui jette quelque chose par terre, par exemple. Donc, il y a le sensoriel, le stimulus physique, en général. Là, ouais, c'est automatique. Hein, c'est pas bien. Et puis, le perceptif, je vois la forme en général. C'est un peu, peut-être les étudiants qui sont là, qui ont vu l'approche de la Gestalt. Donc la Gestalt, la forme générale, c'est un mot en allemand, donc Gestalt ou l'insight, c'est voir très vite, j'organise ce que je vois, très vite, j'organise. Donc sensoriel, j'organise, et c'est en millisecondes, hein, on le fait maintenant ensemble. Et puis il y a l'étape, la dernière, c'est l'étape cognitive, la perception cognitive. Donc la perception cognitive, j'interprète et je signifie. L'école, où est-ce qu'elle va intervenir? L'université, l'école, les parents ou l'apprentissage humain. Hein. Je ne parle pas simplement de scolaire. Ça peut être dans un marché, préparer un gâteau ou bien lire un texte ou résoudre un problème mathématique. Donc, où est-ce qu'on peut intervenir ici dans l'éducation à l'environnement? Donc, il y a le sensoriel, c'est une modalité sensorielle. C'est vrai que les enfants, on doit améliorer leur sensorimoteur. Donc, ça a été dit par Piaget et les autres. Par des jeux, par des couleurs, et ainsi de suite. Le perceptif, on doit le faire apprendre à réorganiser les stimulus, c'est-à-dire ne pas rester passif. Réorganiser, tout simplement, accepter le faux, le tout. Donc réorganiser ce qu'il voit, ça va avec la pensée critique, hein, ça a été dit aussi, réorganiser, et puis l'interprétation. Donc l'école, elle va intervenir dans l'interprétation, sans pour autant éviter les étapes lochri. Le préscolaire, c'est pour cela qu'on parle d'éducation de l'environnement, du préscolaire. Hein. Vous savez que le préscolaire, c'est important. Il n'est pas très... On voit, il y a beaucoup des études ici, mais il n'est pas encore... On sait qu'il est un peu dispersé entre au moins 5 ministères. Donc, on voit ça. Mais c'est très important de voir ça. Donc, le scolaire, la pédagogie, elle peut intervenir dans cette étape de perception cognitive, l'interprétation. Si je change la signification, je change l'action. Deuxième point, perception et adaptation, processus d'adaptation. Je pense que la perception, si on travaille sur la perception, on peut travailler sur l'adaptation de l'enfant à l'environnement, le changement. Et puis, dernier point, donc en 30 secondes, l'émotion et la motivation. C'est clair, ça a été dit par... c'est vrai que sans motivation, c'est vrai qu'on peut réussir avec une motivation simplement pour une note, un diplôme. C'est aussi OK, c'est légitime aussi. Mais il paraît que pour l'enfant, pour son bien-être, il faut travailler sur sa motivation qui est plutôt intrinsèque. Donc, c'est-à-dire qu'il fait la chose, c'est son projet. Et les collègues ici, beaucoup d'enseignants, des inspecteurs qui le font, ils sont conscients là, ce n'est pas une tâche facile. La mesure de la perception, bien sûr, il y a des mesures pour entrer dans le processus de l'élève et voir comment changer la signification. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Zahir Majid. Merci beaucoup. Mais pour faire le lien avec Mostafa Nasrallah, parce qu'il est psychosociologue, en fait, on remarque que vous dites qu'on commence à 5 ans, donc là, on travaille sur la perception, mais l'enfant est déjà fait. Ça veut dire qu'il y a un processus de socialisation qui l'a précédé. Arrivant à l'école, il est déjà outillé de connaissances et il a déjà des perceptions, ce qu'on appelle les représentations sociales. Ça veut dire qu'il y a l'influence de la société. L'individu n'est pas complètement... qu'il y a sacrée différence entre un enfant né au milieu rural, dans la campagne, face des animaux, face à la campagne, face à... par exemple, il y a un exemple que les sociologues le citent assez souvent. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de faire une dissertation sur la plage l'été, alors qu'il habite la montagne et n'a jamais mis les pieds sur la plage. Il ne peut pas imaginer la plage. Donc, l'influence de l'environnement naturel, mais aussi social, si les parents sont cultivés, non cultivés, ce sont des agriculteurs, ce sont des commerçants, des fonctionnaires, s'il est orphelin, s'il y a la monoparentalité, élevé seulement par sa mère, élevé par seulement son père, s'il a des frères, des sœurs, s'il n'en a pas, s'il vit dans un hameau de Loire ou dans un quartier où il vit seul. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des
C'est pour ça, si il y a ce qu'on appelle les représentations sociales par rapport à ces perceptions-là. Peut-on dire que plutôt c'est des perceptions individuelles ou des représentations sociales collectives, d'origine collective? Merci, c'est Abdelhamid. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et surtout, c'est Abdelhamid Labidi qui m'a contacté il y a plus d'un an pour me parler schématiquement d'un sujet aussi intéressant que cela, que je crois personnellement, d'autant plus que un des avantages des expériences, c'est de capitaliser les acquis. J'ai été pendant 8 ans recteur de l'université de Djendouba. J'ai beaucoup appris sur la pédagogie de l'enseignement supérieur, etc. Mais j'ai appris aussi, j'ai profité de la richesse de la région de Djendouba en matière d'environnement. Et presque une ou deux fois par semaine, j'ai été à El Feij, dans les frontières algériennes. Donc, je suis déjà sensibilisé à cette question. Je voudrais répondre à Abdelhamid. D'abord, je suis psychologue social. J'ai enseigné la psychologie sociale à l'université de Tunis. Je dois dire que l'être humain, ce n'est pas simplement un être biologique, un être physiologique, c'est un être social. C'est un être social, c'est-à-dire qu'il est imprégné de valeurs, de normes, de préjugés également. Donc, ce qui fait, et ça se fait implicitement dans la socialisation, que ce soit dans la socialisation primaire, dans la famille, à l'école, ou dans la rue, ou dans le milieu professionnel. Donc, l'être humain passe par plusieurs étapes, et en fait, la socialisation elle-même passe par des étapes, même si la socialisation à la famille reste primordiale. Donc, ça, c'est un point. Un second point, c'est que l'être humain, il agit en fonction de représentation. Les comportements ne naissent pas maintenant, ne sont pas totalement spontanés. C'est-à-dire, j'agis en fonction d'une représentation donnée. Or, si on veut changer les comportements, il faut changer les représentations. Parce que si quelqu'un a une représentation très négative de la femme, évidemment, son comportement va être hostile à la femme. Bon, c'est un exemple que je cite comme ça. Donc, ce qui fait, un des projets, disons, une des actions de ce projet, je le pense, c'est de changer les représentations, en exploitant ce qu'il y a de culturel dans notre société. N'oubliez pas que l'être humain est un être culturel qui baigne dans une culture. Or, dans notre culture, nous avons des choses importantes. La sacralité de la couleur verte, par exemple, hein, dans la civilisation arabo-musulmane. Nadafa, la propreté, etc. Beaucoup de choses qu'il faudrait exploiter, qu'il faudrait réhabiliter, parce qu'elles sont maintenant un peu banalisées. Donc, il faut exploiter également le contexte, la société, la culture, pour réhabiliter cet aspect du respect de l'environnement. Ça c'est une chose. Autre chose, c'est que, en général, dans les représentations, il y a un noyau dur. Il y a une périphérie, il y a un noyau dur. Et si on voudrait changer vraiment le comportement, il faudrait agir au niveau du noyau dur. Et par des techniques, on est capable, en tant que psychologue, à dégager le noyau dur d'une représentation de la périphérie, de ce qu'il y a de plus périphérique. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que les représentations, ce n'est pas un décalque fidèle de la réalité. Dans les représentations, il y a des modifications, il y a des distorsions, il y a même des choses personnelles. Et en général, si l'être humain, par nature, il cherche une identité équilibrée, s'il y a un conflit dans les représentations, il va apparaître ce qu'on appelle la dissonance cognitive ou la dissonance affective. Si vous voulez qu'un être humain agisse dans le sens, ce qu'on appelle la désirabilité, dans le sens désirable, et la désirabilité, c'est la société qui la fixe. Le concept de désirabilité sociale en psychologie, c'est-à-dire les gens agissent toujours en fonction de ce qu'on attend d'eux. Donc, si vous voulez, disons, frapper changer ce noyau dur de la représentation, il faut éviter de créer une identité conflictuelle. Et ici, nous rentrons
dans le problème de l'identité, nous allons voir que finalement, il est intimement lié à la représentation. Parce qu'à partir de représentation, vous allez voir qu'il y a derrière ça une identité, qu'il y a des référents identitaires et ce qu'on appelle l'identité terrienne, le fait c'est presque c'est instinctif, c'est vraiment, et vous savez, l'analogie entre la terre et la mer, hein, c'est un attachement affectif important. Et donc, il faudrait exploiter pas simplement ce qui est conscient, mais aussi l'inconscient, parce que finalement, nous agissons, d'après les études, entre disons au grand maximum 10% d'une façon consciente. Mais dans nos comportements, il y a parfois des réminiscences, il y a des choses qui sont refoulées, il y a des choses qu'on a oubliées, il y a la majorité des préjugés et des stéréotypes sont inconscients. Donc, il faut travailler sur ce... Si on veut vraiment créer, comme a dit nos amis, une conscience environnementale, il faut travailler au niveau de représentation des préjugés, des normes, des valeurs et de la motivation. Malheureusement, je n'ai pas le temps parce que c'est... Hein? Donc, j'aurai une autre fois l'occasion de motiver ça. Merci, merci. Non, mais on a gagné le pari et l'objectif est atteint, c'est que de démontrer à notre public ici et aux partenaires du projet la complexité de la chose. C'est que nous attaquons je crois une boule noire, il a dit, ou une boîte noire. C'est qu'il y a de l'inconscience, c'est la majorité, enfin apparemment c'est le gros morceau, c'est l'inconscient, et l'inconscient c'est très insaisissable. Et puis il y a un processus cognitif qui est très compliqué aussi à mettre la main dessus. Et autrement dit, demain le manuel pédagogique, ce manuel, c'est pas seulement un travail rationnel, autrement dit, selon des règles techniques, mais doit prendre en considération la culture des gens. Ça veut dire le manuel pédagogique, on peut décider d'aujourd'hui d'ailleurs que le manuel pédagogique en Sicile sera différent, très différent du manuel pédagogique en Tunisie, parce que la culture sicilienne, même si elle partage beaucoup de choses dans l'histoire de 150 ans de présence arabo-musulmane dans la Sicile, elle est quand même une région imprégnée par les cultures romanes, la culture européenne, nord-méditerranéenne, et pour la Tunisie, c'est aussi à la ses spécificités. Voilà, je termine par ça en disant que dans ce travail qu'on va mener ensemble demain sur les perceptions environnementales au milieu scolaire, ça va être un travail pénible, dur, et dans la collaboration, bien évidemment, entre tous les partenaires pour qu'on puisse dégager le défi et arriver à cerner, dans la mesure du possible, ce processus mental dans la tête de l'enfant de 5 à 15 ans pour qu'on puisse établir une pédagogie innovante de l'éducation environnementale qui serait en mesure de changer le comportement à terme. Merci beaucoup, messieurs. Et merci à tout le public. Merci, Saad Ahmed, pour cette collaboration, pour l'animation du panel. Merci à nos 3 panélistes qui ont excellé pour nous expliquer la déconstruction des perceptions pour arriver à une reconstruction des savoirs, surtout dans le domaine de l'environnement. Par ceci, on va clôturer la première session de matinale. Et je sais que vous avez un peu faim, un peu trop. Donc, on va aller pour le déjeuner. Bon appétit à tout le monde. Mais avant ça, je vais annoncer qu'on va revenir vers le coup de 14h15. Et quand je dis 14h15, je suis l'inspectrice qui dit qu'on doit être ponctuel à 14h15 pour voir des expériences. On va partager des expériences avec 2 expériences réussies italiennes et tunisiennes. Bon appétit à tout le monde.